Mesdames et messieurs, en vos rangs, qualité et grades respectifs, nous souhaitons la bienvenue à cette édition de la Semaine du numérique, l'édition 2022, dont le thème est le numérique au service du développement des collectivités locales. Alors, la Semaine du numérique, c'est un programme qui a été initié par le ministère du numérique et de la digitalisation sous le leadership de la ministre du numérique, Madame Adam Soulé-Zoumarou. Et donc ce programme se déroule sur 5 jours chaque année et qui regroupe plusieurs entités de l'écosystème, que ce soit l'administration publique, les entreprises privées et également les organisations de la société civile. Alors le programme de cette année, je veux dire, est très dense. Et nous avons, outre les panels, il y a un panel qui va démarrer tout à l'heure. Il y a également des keynotes, des formations, des concours qui se déroulent sur des thèmes spécifique. Merci d'être avec nous en ce jour. Sans plus tarder, si tous les panélistes et le modérateur du panel de ce matin sont là, je vais les introduire rapidement. Pour qu'on y aille, je vais inviter à ce pupitre, sur le podium, M. Robert Awad, directeur général d'Isocel. Merci de l'ovationner, s'il vous plaît, aidez-le à se déplacer. Merci. Je vais inviter également M. Dominique Aguessi, directeur général adjoint de Huawei Bénin, s'il est avec nous. Merci de l'aider à nous rejoindre. Merci. Je vais inviter également M. Ali Fawad, directeur régional Afrique de Sofrecom. Merci d'être avec nous, M. Fawad. Alors, ce panel sera modéré par M. Thierry Awassou, coordonnateur de projet à l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Merci de l'aider aussi à se déplacer. Je crois que chaque intervenant a un micro à sa droite et dès que vous prenez la parole, vous pouvez mettre le micro sur on. Vous avez 2 heures chrono pour ce panel, y compris les questions-réponses. Merci. D'abord, il faut rappeler que tout est parti d'une ambition et d'une vision qui passe par le développement du numérique et surtout qui s'appuie sur les infrastructures numériques en tant que socle. Il faut rappeler également que nous parlons, pour soutenir justement cette vision, de 200 millions de dollars investis les 3 dernières années. Sur ce panel, nous avons 3 dinosaures qui ont été invités. Isocel, Sofrecom et Huawei. Isocel, il faut le rappeler, c'est le fournisseur d'accès Internet privé qui innove énormément au Bénin, le premier FAI. Il faut rappeler également Sofrecom, qui œuvre beaucoup dans le conseil, qui a travaillé avec nous sur plusieurs projets et qui travaille avec la RCA, le Niger et la RDC. Il faut rappeler également que Huawei est un des partenaires stratégiques, n'est-ce pas, du Bénin, des opérateurs privés, des gouvernements de façon plus générale. Et donc, j'ai la chance d'avoir sur ce panel ces 3 messieurs qui vont plancher en fait sur le thème infrastructure numérique, pilier, n'est-ce pas, de la transformation numérique. Eh bien, ma première question va s'adresser à M. Awad. Monsieur Awad, nous parlons de 200 millions d'investissements les 3 dernières années. Mais quel est l'état de l'art? Vous avez une bonne connaissance du terrain. Donc, en effet, depuis les dernières années, nous avons constaté un investissement assez conséquent dans les infrastructures numériques, que ce soit au niveau public, des instances publiques, du gouvernement qui a mobilisé assez de fonds pour la construction d'infrastructures à l'échelle nationale. Je parle des réseaux de transmission, le projet qu'on appelait le PDI-2T, qui a commencé depuis 2015 et qui s'est achevé il y a quelques années. Et aujourd'hui, nous avons la suite de ce projet, qui est ce qu'on appelle la boucle ouest, qui est en train d'être actuellement en cours de réalisation.
mais aussi au niveau des opérateurs privés, des opérateurs mobiles qui ont densifié aussi leur réseau de GSM, et aussi au niveau des acteurs privés comme nous qui avons aussi investi dans le réseau de distribution en fibre optique en commençant par la ville de Cotonou, la capitale économique, pour une première phase. Et actuellement, nous préparons aussi une deuxième phase qui concernera ce qu'on appelle le Grand Cotonou, c'est-à-dire vraiment au sens large, de Porto Novo jusqu'à la zone économique spéciale de Glodjik Bay, jusqu'à Ouida, car toute cette superficie, toute cette zone devient une zone très stratégique qui abrite en son sein beaucoup de projets innovants du gouvernement, dont l'hôpital de référence, dont bien entendu l'université, la zone économique spéciale, tous les investissements qui se passent actuellement dans le domaine du tourisme au niveau de la cité historique de Ouida. Donc toutes ces zones, bien entendu, avec des projets, des grands projets touristiques, hôteliers. Donc toutes ces zones vont avoir besoin de connectivité à haut débit et à très haut débit, car aujourd'hui nous sommes arrivés à un point où comme on a besoin de l'énergie électrique, comme on a besoin de l'eau, on a besoin des moyens de communication modernes, rapides et efficaces. Merci beaucoup pour cette première intervention. Eh bien, il faut rappeler l'incitation de l'ARCEP depuis quelques années maintenant, avec les cahiers de charges effectivement assez contraignants, pour notamment couvrir aussi en fait les zones blanches. Monsieur Aguessi, vous êtes représentant de Huawei et partenaire stratégique de l'État, partenaire stratégique des opérateurs, n'est-ce pas, au Bénin. Quel est non seulement le rôle de Huawei, mais comment vous accompagnez ces opérateurs aujourd'hui à remplir le cahier de charge? Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le premier devoir est déjà la stratégie définie par le gouvernement, qui est la couverture de ces zones blanches. Le devoir de Huawei en cela est d'apporter la technologie appropriée, la solution qu'il faut, les équipements pour pouvoir rattacher toutes ces zones blanches aux zones urbaines comme ce que nous vivons, comme les services numériques à Cotonou. Nous ne faisons rien sans se soumettre à la requête de nos clients qui sont les opérateurs de la place, comme vous l'avez dit, MTN Moves, BIM, le gouvernement. Donc notre devoir capital et principal, c'est de les accompagner dans leurs requêtes émises, leur demande qui a été faite. Certes, nous sommes aussi là pour conseiller, dans le sens que, se basant sur notre expérience dans les autres pays, on peut dire, oui, vous avez réclamé ceci, vous avez réclamé cela, mais nous vous proposons d'aller étape par étape pour faire un retour sur investissement, ou nous vous proposons d'aller directement à fond parce que on est en retard sur la technologie. Donc Huawei, en un sens global, apporte la solution, l'équipement, et fait le conseil pour son client. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Fawad, je l'entends en fait que vous avez été un acteur majeur en Afrique en termes de conseils. Vous avez accompagné notamment la RCA, vous avez accompagné le Niger, la RDC. Est-ce que en termes de stratégie, d'accompagnement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre expérience, de votre point de vue, comment l'économie numérique dans ces pays-là déjà, en tout cas que vous avez accompagné, et comment vous voyez en particulier au Bénin que nous pouvons effectivement accompagner en fait justement cette vision de pouvoir avoir une économie numérique qui se positionne en Afrique de l'Ouest comme l'économie numérique la plus prospère, la plus resplendissante, la plus puissante. Tout d'abord, merci beaucoup de nous avoir invités, et je suis très content d'être entouré par des panélistes de haut vol à cette semaine du numérique.
D'abord, j'aimerais qu'on puisse peut-être changer le nom parce que au Bénin, vous n'êtes plus dans la semaine du numérique, vous n'êtes même plus dans la décennie, vous êtes dans le millénaire du numérique parce que vous êtes vraiment en avant-garde lorsque on regarde ce qui se passe en fait sur la plaque africaine. Donc déjà, bravo pour tout le travail qui est mené jusqu'à maintenant. Sofrecom est une société de conseil qui existe depuis une 50aine d'années et qui accompagne tous les opérateurs, tous les gouvernements, que ce soit en Afrique, mais pas que, parce qu'on a pas mal d'opérations aussi en Asie. Et lorsque je regarde le Bénin et notre partenariat avec ce pays depuis déjà plusieurs années, je vois un vrai engouement pour le numérique. Il y a une chose que vous avez compris, c'est, comme vous l'avez dit si bien, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a l'air et il y a le numérique. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, tous les besoins en numérique, aujourd'hui, deviennent un besoin presque vital. De ce fait, je trouve, et on est très content de pouvoir accompagner le gouvernement dans ces différents projets, qu'il y a pas qu'une envie, mais aussi tout un dispositif local qui est mis en place pour pouvoir y aller. Et là, aujourd'hui, on est dans la semaine du numérique, on parle de collectivité. Donc, on n'est pas du tout sur un niveau macro où on donnerait la responsabilité à une instance haute, une autorité, un gouvernement, mais on est vraiment en train de descendre au plus près de la population. Et chaque personne, dans chaque ville, dans chaque bourg, dans chaque village, aujourd'hui a besoin du numérique. Et quand on dit numérique, on démarre par le premier socle qui est la connectivité, mais je pense qu'on reviendra dessus un peu plus tard dans la discussion. Merci. Effectivement, le numérique est devenu vital. Et en cela, Isocel a su structurer un prêt assez important pour déployer de la fibre optique de haut débit. Quelles sont les ambitions de Isocel aujourd'hui au Bénin? Alors, nos ambitions, si vous voulez, nous avons commencé environ depuis une quinzaine d'années avec l'ambition d'être un fournisseur d'accès Internet et de pouvoir apporter ce service auprès du grand public, auprès des entreprises. Il y a 15 ans, la réglementation ne nous permettait pas de déployer tout type de technologie. Donc nous avions des limitations et à l'époque, la seule possibilité pour nous de pouvoir exercer cette activité était d'avoir recours à des technologies boucle locale radio, sans fil, qui étaient très bien au départ en 2008, 2009, 2010, mais nous nous sommes rendus compte avec le temps que les habitudes des consommateurs changent de manière assez importante et que les technologies que nous utilisions n'étaient plus adaptées aux besoins des consommateurs. C'est-à-dire qu'il fallait changer les équipements assez souvent pour pouvoir répondre à la demande qui augmentait de manière extrêmement rapide, car c'est l'écosystème qui l'imposait. L'arrivée des réseaux sociaux, l'arrivée des contenus vidéo, l'arrivée d'avoir besoin à l'information en temps réel, ont fait en sorte qu'il fallait des technologies beaucoup plus adaptées. Depuis quelques années, nous avons fait le pari sur la fibre optique. Nous n'avons pas inventé la roue. C'est ce qui s'était passé il y a une quinzaine, une vingtaine d'années dans les pays plus développés. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a voulu migrer d'abord nos clients existants sur cette nouvelle technologie et en même temps exploiter un réseau pour permettre au plus grand nombre de foyers et d'entreprises de pouvoir être raccordés à un réseau très haut débit et surtout à des prix qui soient adaptés au pouvoir d'achat des consommateurs locaux. Donc c'est ça le gros challenge. Effectivement, nous avons eu un appui de la France, du Trésor public français par le biais de la Banque publique d'investissement, qui, à travers un contrat d'export, nous a permis d'importer des services et des biens
qui sont fabriqués en France, en partie, parce que le minimum est de 20%, mais nous avons été aux environs de 40%. Et ceci nous a permis de pouvoir acquérir tous ces biens et tous ces services à des prix assez intéressants et de surtout pouvoir financer ce déploiement, financer ce réseau et de pouvoir le rembourser sur une certaine période. Excellent. Je crois que M. Aguessi l'a dit tout à l'heure, il est vraiment important d'aller pas à pas. Et votre expérience terrain l'a démontré. En tout cas, ce que j'entends, votre expérience terrain l'a démontré qu'il faut effectivement aller pas à pas et s'adapter, n'est-ce pas, à l'écosystème, aux besoins des usagers. Eh bien, pour moi aujourd'hui, c'est la question en fait qui vient juste après, c'est pour arriver à développer l'économie numérique, transformer effectivement, que ce soit au niveau du Bénin de façon générale, mais de façon spécifique au niveau des collectivités locales. Pour vous, M. Aguessi, quels sont les piliers? Quels sont les piliers en fait justement sur lesquels il faut s'appuyer pour arriver à développer une transformation numérique efficace? Alors, merci beaucoup. Le thème l'indique déjà d'ailleurs. Tout est à base de l'infrastructure. Le socle aujourd'hui, c'est la mise en place de l'infrastructure. Le premier pilier sur lequel nous pouvons d'abord s'investir. Et comme l'a dit le directeur général régional de Sofricom, le Bénin a pris le bon chemin. Investi dans l'infrastructure, nous avons commencé une première phase du déploiement de la fibre optique que nous avons fini, d'avoir entamé la deuxième phase déjà. Mais au même moment aussi, d'autres infrastructures sont en pleine découverte, à savoir la data center nationale. Différentes plateformes sont en train d'être mises en place par le gouvernement. Donc, le tout premier pilier pour moi, c'est de déployer, développer l'infrastructure, sur laquelle nous allons maintenant penser à commencer par innover des services. Parce qu'en réalité, l'utilisateur final ne voit pas la fibre optique qui est cachée sous le sol. L'utilisateur final ne connaît pas forcément la data center qui est construite quelque part. Lui, c'est le service qui lui est important. Donc, lorsque nous finissons le socle, la fondation qui est l'infrastructure, nous passons maintenant à l'implémentation des différents services selon le besoin de notre population. Donc, si vous me posez la question, quels sont les piliers, pour ne pas être trop bavard, je vais vous dire, je cite pour le moment 2 piliers principaux, à savoir l'infrastructure et les e-services. Merci beaucoup. Excellent. Merci pour cette intervention. Je vais poser peut-être la même question à M. Fawad. Je ne sais pas s'il fonctionne, oui. Alors, forcément, ce qu'on vient de dire, c'est extrêmement important. On est bien d'accord que l'interconnexion, c'est le tuyau, c'est le socle, c'est ce qui est vital mais qui ne se voit pas. Deuxième pilier, c'est forcément les services et c'est l'utilisation de ces services qui va faire que la population, que les gens vont avoir un besoin de très haut débit. Mais je dirais ma conviction personnelle est aussi basée sur la formation, sur le fait que on a fait, nous, énormément de pays. Et le fait d'arriver avec une équipe qui débarque d'un avion, qui fait le travail, qui repart et qui laisse aucun, je dirais, aucune transmission de compétences, moi, ça m'a toujours peiné. Et c'est ce que je vois avec mes 2 panélistes, c'est qu'en fait, on est là. On n'est pas venu pour faire quelque chose, repartir, et après que ça part en friche. Donc, une des questions que nous, on s'est posées lorsqu'on a travaillé d'ailleurs sur le premier projet avec Huawei, c'était celui-là. C'était de se dire, on est en train d'installer de la fibre, on est en train de construire quelque chose, mais on a besoin de formation, on a besoin de personnes qui
vont travailler sur cette fibre et après la maintenir. Et là, on a eu un groupe de travail au niveau des autorités béninoises qui a été vraiment excellent. Parce qu'en fait, tout le monde s'y est mis. Le numérique, la formation, l'État, le président, tout le monde s'y est mis en se disant « oui, vous avez raison, il faut qu'on forme les gens ». Il y a 2 semaines, on a inauguré l'école des métiers du numérique. Après quelques mois, quelques années, vu qu'il y a eu le Covid, mais on a 40 étudiants qui aujourd'hui, en fait, sont formés et travaillent aujourd'hui chez Isocel d'ailleurs, je pense, chez Huawei. En fait, on rentre dans une économie circulaire. Donc, quand on parle de numérique, on n'est pas juste à faire du Facebook sur un téléphone. On est en train de se dire, on va mettre en place toute une économie circulaire dans le pays qui va faire que ce pays va grandir. Et je répète encore, le Bénin est vraiment en tête de pont de la majorité des pays que je connais, parce que lorsqu'on s'appuie sur la population, lorsqu'on s'appuie sur les jeunes, lorsqu'on s'appuie sur les personnes qui veulent se reconvertir et qu'on leur donne la chance de le faire, ça grandit, la population grandit, le numérique grandit. Voilà. On va effectivement revenir sur la question des ressources humaines, notamment le capital humain. Je voudrais savoir, pour nos collectivités locales, M. Awad, pour nos collectivités locales, de votre point de vue, quel peut être le modèle économique réussi? C'est une très bonne question. Vous savez, cet été, j'étais en vacances en France et j'étais dans le sud-ouest de la France. Et dans une région totalement agricole, où il n'y a que des fermes, que des troupeaux. Et je discutais avec des agriculteurs. Et ils me disaient, bon, qu'est-ce que vous faites en Afrique? Je dis, moi, on a une société, on déploie de la fibre optique. Ils m'ont dit, c'est bien, parce que la fibre vient d'arriver chez nous. Et on est en 2022. Et c'est la France. Alors, je regardais un peu comment le déploiement a été fait, de manière très similaire à ce que nous faisons actuellement. C'est des poteaux télécom, les fibres sont déployées en aérien. Mais en réalité, quand j'ai parlé un peu avec les habitants, c'est fait à fond perdu. C'est-à-dire que c'est les collectivités qui payent, on appelle ça peu importe le prix. On doit raccorder une région, l'État ou la commune investit sans, si vous voulez, un souci de rentabilité, de quoi qu'il en coûte. Voilà, c'est ça le terme, de quoi qu'il en coûte. Donc, ça, si vous voulez, oui, effectivement, c'est un modèle réussi parce que on ne se soucie pas de la rentabilité. Et ce n'est que les pouvoirs publics qui peuvent se permettre de le faire. Aujourd'hui, le secteur privé, malheureusement, pour diverses raisons, ne peut pas se permettre. Par contre, jusqu'à ce qu'on en arrive là, parce qu'on n'en est pas là, parce qu'aujourd'hui, les gouvernements dans des pays émergents ont d'autres préoccupations, ce qui est tout à fait normal. Donc il y a les écoles, il y a les hôpitaux, il y a l'accès à l'eau potable, il y a beaucoup de choses qui peuvent être considérées comme prioritaires. C'est-à-dire qu'on doit sauver d'abord des vies, peut-être avant de mettre de la fibre dans une zone totalement isolée. Ou peut-être amener l'énergie électrique d'abord avant d'amener des câbles, parce qu'il y a des alternatives en attendant. Mais un exemple qu'on a commencé à développer justement avec le ministère du numérique, c'est la création de hotspots, de hot zones. Et on va commencer aujourd'hui à Parakou. Et j'espère que ce sera cet exemple pourra être répliqué dans d'autres communes. C'est-à-dire de trouver un modèle économique qui puisse avoir la chance de perdurer dans le temps. Pas que, comme l'a dit M. Fawad, dire toujours on est là. Pas qu'on a fait quelque chose et puis après on a disparu et ça devient un éléphant blanc.
Et on en a vu au Bénin des éléphants blancs. Moi, j'en ai participé à quelques-uns, à quelques poses de première pierre, d'ailleurs, aujourd'hui. Mais voilà, c'est ça qui est le plus important, c'est de trouver le bon modèle économique qui pourrait perdurer avec le temps. Sofrecom est une société de conseil. Je m'en voudrais de partir de ce panel sans vous poser la même question sur le modèle économique. Alors, moi, je vais continuer parce que ce que vient de dire Robert est très juste. Après, nous avons aussi d'autres types de modèles. On a ce qu'on appelle le modèle PPP, donc partenariat privé-public, qui peut être très intéressant, où des privés en fait se mettent en partenariat avec les autorités pour réussir en fait à faire de la contingence sur les marges, parce qu'un privé, il faut qu'il gagne de l'argent aussi. Donc, il y a ce type de modèle. Après, il y a un autre modèle qui est aussi en train d'émerger, sur lequel j'ai travaillé, mais là plutôt à titre personnel, où j'ai fait plutôt de la recherche sur des technologies type blockchain et monétisation de données, où en fait on rentre dans comment on fait pour monétiser la donnée qui va aller sur les câbles. Et là, c'est quelque chose, c'est un domaine qui est exploité brillamment par les GAFAM, et c'est les seuls aujourd'hui à l'exploiter. Pourquoi aujourd'hui, nous, on n'arrive pas à l'exploiter? Et je ne parle pas de nous, Europe, je parle de nous, Afrique. Il faudrait qu'on arrive, on est 1 milliard, c'est en train de monter, le nombre de personnes augmente, le nombre de personnes connectées augmente, la monétisation de la donnée va devenir un vrai sujet. Donc, il y a les modèles qui existent et il y a les modèles qui vont arriver. Et ce que je sais, c'est que si on se prépare tout de suite aux modèles qui vont arriver, on va peut-être gagner du temps. Parce que les leapfrog, si je peux me permettre ce terme, c'est une spécialité africaine. Je vous prends un exemple, le mobile money. Les premiers à l'avoir lancé, c'est qui? C'est en 2007, c'est le Kenya. Le deuxième pays, c'est la Côte d'Ivoire. Mobile money, la première fois que j'ai pu l'utiliser en France, c'était 2017. Donc, j'ai toujours mon discours, mais parce que c'est quelque chose qui me prend par les tripes, à chaque fois on se dit on est en retard. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est en avance. Moi, j'ai fait une intervention sur l'innovation. Et en fait, quand on regarde bien, on a toujours en tête les innovations américaines, les innovations européennes, mais les innovations africaines elles font peut-être moins de bruit, mais elles ont une vraie capacité à pouvoir atteindre toute la population parce qu'elles répondent à un besoin qui est un besoin réel. Donc voilà, pour terminer sur cette intervention, il y a plusieurs modèles. Il y a les modèles privés, il y a le modèle public, il y a le modèle privé-public, et il y a après les autres modèles qui sont en train d'arriver sur lesquels il faudrait qu'on puisse aussi se positionner. Excellent, c'est vraiment très intéressant votre développement sur l'exploitation de la donnée en fait comme justement un levier. Une des hypothèses que nous prenons souvent lorsque nous commençons à construire notre modèle économique, c'est de se dire combien va nous coûter en fait en CAPEX l'infrastructure. Et en général, c'est un sujet qu'on se pose, mais qui derrière des constructeurs comme Huawei, un peu la clé de voûte, je vais dire. Aujourd'hui, et surtout sur des use cases où nous sommes sur des frontières, d'accord, avec des populations qu'on appelle souvent, ce sont des zones qu'on appelle souvent zones blanches. C'est pas souvent de très beaux modèles pour les opérateurs. Qu'est-ce qu'aujourd'hui Huawei fait pour accompagner en fait justement ces modèles économiques et arriver à baisser en fait le coût du CAPEX? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Huawei, aujourd'hui, nous apportons la solution, comme je l'avais dit au départ. Nous touchons plus les points sensibles du déploiement de ce type de solutions. Aujourd'hui, quand nous partons dans ces zones blanches,
les manques ou l'absence surtout du numérique n'est pas directement liée à l'Internet, en réalité. Il faut d'abord toucher le point de l'énergie, le courant électrique, l'eau. Et maintenant, avant de parler du déploiement des infrastructures ou des équipements, solutions qui accompagnent la fourniture des services finaux. Les solutions que nous essayons de mettre en place aujourd'hui sont les solutions qui essaient de réduire le coût de la consommation, dont l'énergie verte. Donc nous proposons des solutions qui sont des plateformes à la fois de l'énergie, la couverture radio et en même temps la sortie sur l'Internet pour la population. Donc c'est plusieurs solutions en un qui amènent l'opérateur à ne pas investir assez dans le CAPEX. Tu déploies à pas l'énergie, tu déploies à pas l'équipement de couverture, à part l'équipement de transmission et à part les terminaux qui vont servir à l'utilisation finale de se connecter à la plateforme. C'est ce qui réellement coûte pour l'opérateur. Donc, nous faisons un travail assez ramassé pour déployer une solution plusieurs en un pour l'opérateur. Le deuxième volet, c'est l'OPEX, la maintenance de son réseau, qui lui coûte vraiment cher. Mettre en place assez de ressources humaines d'abord pour la sécurité physique du réseau, les ingénieurs qui vont aller chaque fois sur site pour pouvoir contrôler ce qui se passe, voir le taux de l'état de la batterie et différents types d'éléments qui comptent. Aujourd'hui, nous mettons des solutions en place qui te permettent à toi, l'opérateur, depuis la base à Cotonou, d'avoir une visibilité claire de ton réseau. Donc, du côté de maintenance, on déploie des solutions qui lui permettent, depuis Cotonou, depuis là où il a son siège, il peut avoir une visibilité claire de son réseau, assumer la maintenance en temps réel de son réseau. Ça ne fait pas diminuer forcément ou annuler la présence humaine. C'est la sécurité physique, il faut qu'il y ait quand même quelqu'un sur le terrain. Mais ce n'est plus ce mode d'hier, de tout temps, un ingénieur sur site qui revient chez l'opérateur. Donc on a les systèmes de monitoring à distance qui leur permettent d'avoir un état clair, visibilité de leur réseau. Et nous avons des solutions très pratiques qui leur permettent de regrouper tout le déploiement en un seul point d'accès. Merci beaucoup. D'accord. Donc, ce que je comprends, c'est une approche verte. Bien sûr. Après, effectivement, on parle d'infrastructure, donc une approche infrastructure verte. Et ce que vous dites, c'est que vous essayez également, à l'exploitation, de réduire le coût d'opération en vous appuyant non seulement sur la technologie d'une part, et également sur le capital humain. On va revenir sur ce sujet du capital humain, justement, en parlant donc de l'école du numérique et de ISOCEL. Ma question était de savoir, est-ce que vous avez un programme pour effectivement accompagner aujourd'hui ce capital humain au niveau de l'ISOCEL? Absolument. Alors, l'école du numérique, nous avons eu la chance d'être associés à ce projet dès sa conception. Donc, on a eu beaucoup de discussions. C'était en pleine période de Covid, justement, avec Sofrecom et les autres partenaires aussi locaux qui ont participé à la création de cette école. Nous sommes partenaires de l'école, partenaires de deux manières, c'est-à-dire l'école nous permettra de former, ou si vous voulez, d'améliorer les formations de nos propres équipes, et en même temps de pouvoir prendre les lauréats des cohortes et de les intégrer dans nos équipes, bon, d'abord en tant que stagiaires pendant le cursus académique, et puis après en tant qu'employés à plein temps chez nous. Ceci est le cas aussi avec les sous-traitants avec lesquels nous travaillons, qui eux aussi s'intéressent beaucoup à ces ingénieurs qui sont diplômés, qui sont formés et qui peuvent aussi intégrer les projets, que ce soit des projets, nos projets, ou bien aussi les projets des autres entités sur lesquelles, par exemple, vous êtes en train de travailler, ou Sofrecom, etc. Donc, effectivement, nous sommes partenaires à part entière de l'école des métiers du numérique, qui, à mon avis, sera aussi une école qui va fournir ses compétences et ses ressources à d'autres pays de la sous-région et à d'autres projets sous-régionaux. Je crois que Huawei également accompagne cette dynamique. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui en termes de programme? Nous avons plusieurs programmes d'ailleurs pour accompagner la jeunesse. D'ailleurs,
très difficile de les rassembler comme ça, donc c'est le moment pour nous de communiquer d'ailleurs avec eux. Nous avons un programme qu'on appelle le Green Future. C'est un programme qui permet en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère du numérique et de la digitalisation, d'aller en contact avec les meilleurs étudiants des universités du numérique. Chaque année, nous l'avons commencé, je crois, depuis 2016. Chaque année, nous essayons de recruter une dizaine et avec le temps, on est passé à une vingtaine. Et depuis l'année passée, on sélectionne une trentaine d'étudiants à travers un formulaire de casting qui est organisé par le gouvernement. Et lorsqu'ils sont recrutés par le gouvernement, ils sont balancés au niveau de Huawei et nous travaillons avec eux une période de 2 mois. Leur transférer la compétence, comme l'a dit tout à l'heure le directeur régional de Sofrecom. Un troisième pilier très important, le transfert de compétences. À part ce programme, nous avons d'autres programmes qu'on appelle le ICT Academy. ICT Academy, en même temps, je profite pour parler de ICT Competition. Huawei étant un partenaire stratégique du gouvernement, il est capital pour eux, ces étudiants, ou cette jeunesse, ou ces acteurs qui travaillent sur nos équipements aujourd'hui, d'avoir une connaissance assez basique pour pouvoir accompagner le travail qui est fait. Ce n'est pas forcément pendant les projets qu'il faut réserver tout un budget pour la formation. Combien de temps vraiment nous avons pour faire ce transfert de compétences pour que ça soit vraiment assez efficace? Alors, ce programme est mis en place pour permettre à ces étudiants, à cette jeunesse numérique, de participer à des formations en ligne sur les plateformes de certification de Huawei. Comme vous le connaissez aujourd'hui avec nos partenaires, je ne dirais pas concurrents, mais les autres fournisseurs comme Huawei, Cisco et autres, il y a des certifications. Et il faut payer un bourse ou bien il faut payer cher pour aller faire les certifications. Dans ce programme, pour accompagner nos étudiants, pour accompagner le gouvernement, pour accompagner les ressources humaines, c'est Huawei qui finance leur formation sur la plateforme et qui finance leur certification. Donc tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'être inscrits et ils ont les plateformes de Huawei ouvertes et ils se forment eux-mêmes en ligne, ils passent les exercices, ils passent les surveys, comme on le dit, sur la plateforme de Huawei. Tout cela étant fini, ils passent en même temps les certifications et ils reçoivent directement leurs certificats. Donc ces personnes, ayant déjà la connaissance basique de nos équipements, de nos solutions, c'est plus facile pour nous de recruter ces personnes pour travailler sur les solutions que nous vendons au gouvernement sur nos équipements. Ça fait un plus pour nous et en même temps, ça fait un plus à l'État pour permettre à ce que le transfert de compétences soit plus rapide. Et aussi, nous avons un dernier programme que nous venons de déployer d'ailleurs. On appelle ça le Eagle Camp. Le Eagle Camp, c'est un programme comme les autres, mais cette fois-ci, la particularité, c'est de recruter ces étudiants, ces acteurs du numérique pour venir travailler à Huawei. Nous les prenons en une première section pour 6 mois, une formation intense. Ils sont traités comme des employés de Huawei. Je ne parlerai pas le côté rémunération, mais ils vivent le monde entrepreneurial. Ils vivent comme les employés de Huawei. Ils viennent au bureau comme nous. Ils sont en charge, en face des projets comme nous. Ils sont en face des défis comme nous. Pendant une période de 6 mois. Et je crois à la fin de cette période, nous sélectionnons les meilleurs que nous reversons maintenant dans Huawei Technologies et ils deviennent des employés comme moi aujourd'hui, des employés de Huawei Technologies. Nous en avons plein aujourd'hui dans notre système. Les responsables de solutions sont passés par là. Les responsables de ressources humaines sont passés par là. La particularité, surtout avec le Eagle Camp, ce n'est pas seulement les étudiants dans le domaine du numérique. C'est vraiment ouvert. Ressources humaines, legal department, le département juridique, le département de déploiement des solutions, de la mise en place des solutions, le département de public relationship, account management, financier, tous les volets qui, en gris, forment une entreprise, sont pris en compte pour donner la chance à ces étudiants dans le programme de Eagle Camp. Donc, c'est pour vous dire que nous participons fortement à ce développement de nos jeunes dans le monde du numérique et dans le monde de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Ce matin, en faisant mon débriefing avec mon DG, il m'a parlé de 300 millions de dollars qui va être investi les 5 prochaines années. Je me suis dit, waouh,
J'ai la chance d'avoir 3 dinosaures en fait sur mon panel aujourd'hui. Je ne vais pas manquer l'occasion de parler un peu stratégie. Qu'est-ce que je vais faire avec ces 300 millions de dollars en fait les 5 prochaines années? Eh bien, je souhaiterais écouter Monsieur Fawad de Sofrecom. Pour vous, alors avant d'aller dans la roadmap, pour vous, c'est quoi les besoins? On va faire focus un instant sur les communes. D'accord? On fait un focus sur les communes. Et pour vous, c'est quoi le besoin? Alors, vu de ma fenêtre, la majorité des besoins aujourd'hui sont plutôt sur l'accès, en fait, à la technologie. Alors, on parle de beaucoup de problématiques qui sont en fait dans l'écosystème. Parce que c'est vrai que le numérique pointé et focusé, on peut se dire, on a besoin de fibre optique, et une fois qu'on a la fibre optique, on est connecté au monde, et une fois qu'on est connecté au monde, on est capable d'aller sur de l'e-gouvernement avec de l'ID numérique, on est capable d'enregistrer, d'avoir toute la partie cadastrale qui reste aussi un besoin. On a l'état civil, enfin la sécurité sociale, en fait toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que prenons un peu de recul. L'électrification reste un vrai besoin. L'eau potable reste un vrai besoin. Et en fait, le numérique va venir vraiment apporter sa pierre lorsque la réflexion se fera au niveau global. Et ce que j'ai compris au niveau Bénin, elle se fait au niveau global. Donc, est-ce qu'on parle de 300 millions? Est-ce qu'on parle de 1 milliard? Enfin, le montant est important. Mais ce qui est le plus important, c'est que ce soit fait dans une organisation et dans une roadmap. Donc, on va revenir dans une roadmap quelque part, pas qu'une roadmap technique, numérique, mais on veut une roadmap globale pour toute la partie population. Mais ce que je voudrais aussi rajouter par rapport à ce qu'on se disait juste sur le sujet d'avant, la formation, pour moi, restera toujours un point d'ancrage. Sofrecom, on est une société de consulting, donc on conseille, mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Maintenant, chez Sofrecom, on a différentes practices, dont une practice qui est la partie formation. Mais l'autre avantage qu'on a, et ça c'est l'avantage qu'a Huawei aussi, c'est qu'on est une petite structure adossée à un mastodonte qui s'appelle Orange. Et on donne aussi accès via Sofrecom, qui est la porte d'entrée, à toute la partie formation aux opérateurs. Par exemple, on va travailler avec la SBIN, et la SBIN, on va leur donner accès en fait à toute la partie e-learning du groupe Orange. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a 300 personnes aujourd'hui au sein de la SBIN qui vont pouvoir se former aux dernières technologies. Et on va aussi faire des formations pour revenir à des groupes beaucoup plus succincts, 5-10 personnes sur la partie management, opération, legal, enfin, on est capable d'avoir un panel global pour pouvoir former les gens. Donc, ça, c'était juste pour faire la petite parenthèse sur, même si on est une société de conseil, on a aussi cette ambition de vouloir apporter et accompagner vraiment de bout en bout, en fait, le numérique dans le déploiement dans un pays ou chez les opérateurs. Maintenant, le besoin, comme je vous l'ai exprimé, pour moi, il n'est pas que focusé numérique. Maintenant, si on regarde vraiment sur la partie numérique, pour moi, la partie e-gouvernement est vraiment très, très importante. Il y a déjà énormément de choses qui sont en cours et qui sont en train de sortir. Enfin, j'ai pris l'avion hier et je peux vous dire que toutes les personnes qui ne sont pas béninoises et qui sont obligées de prendre un visa, mais tout le monde disait c'est exceptionnel la rapidité avec laquelle aujourd'hui on est capable de prendre un visa pour venir au Bénin. C'est extrêmement simple. Tout le travail qui a été fait derrière est extrêmement compliqué, mais c'est la même chose. L'utilisateur à la fin, ce qu'il voit, c'est est-ce qu'en 3 clics, j'arrive à avoir mon visa? Aujourd'hui, le Bénin fait partie des premiers pays dans le monde où c'est possible. J'ai voulu prendre un visa, moi, pour aller dans un autre pays. À la fin, je suis allé à leur ambassade.
C'était pas possible. Et pourtant, je suis un expert du numérique. Donc, si j'imagine les personnes qui ne le sont même pas et qui, malheureusement, ne savent même pas utiliser un ordinateur, comment ça va se passer? Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il va falloir qu'on appréhende, qu'on regarde et sur lesquelles on apporte des solutions. Après le tuyau, après la technologie elle-même, vous avez des spécialistes, ils sont là. On est là aussi pour conseiller, pour accompagner. On est là pour le faire. Mais si le tuyau est installé et que la personne ne sait pas utiliser, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas de service, ça ne sert à rien. C'est comme un tuyau d'eau. Si vous ne le raccordez pas à un robinet de l'autre côté, vous êtes content d'avoir un tuyau, mais de l'autre côté, il n'y a pas d'eau qui sort. C'est exactement la même chose. C'est exactement cela. Du droit, vous êtes passé à impacter dans le numérique. En fait, vous êtes vraiment un entrepreneur né parce que j'ai un peu lu votre biographie, j'étais impressionné, tout simplement. Et ça veut dire que vous avez compris quelque chose. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez compris? Alors, justement, pour enchérir à ce que Fawad a dit, et votre question d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faudrait pour, si vous voulez, ce gros investissement qui va être fait sur les prochaines années en centaines de millions de dollars, comment faire en sorte que l'utilisateur, que le béninois lambda puisse vraiment avoir accès à l'information et au savoir. Nous avons découvert récemment, pendant ces dernières semaines, que la barrière à l'entrée était un élément très important, c'est-à-dire les coûts d'installation, d'acquisition du matériel. Et nous sommes dit, si vraiment nous voulons participer à l'éclosion de l'écosystème et accompagner tous ces efforts-là, il faut vraiment qu'on travaille sur le coût d'entrée. Et d'ailleurs, à partir de cette semaine, parce que c'est au cours de la semaine du numérique qu'on a voulu faire cette annonce, nous allons baisser nos tarifs d'installation, tout compris à 15 000 francs CFA. Voilà, pour pouvoir vraiment... Merci. Donc, ça fait partie, si vous voulez, de la participation. Et moi, si j'ai un conseil aussi à donner au pouvoir public aussi, c'est de prendre en compte cette partie qui doit être aussi subventionnée. Parce que nous restons quand même dans un pays où le pouvoir d'achat est très limité. C'est-à-dire il y a beaucoup de foyers qui ont besoin, parce que nous on le voit au quotidien, qui ont besoin d'avoir Internet pour leurs enfants. Parce que si les parents ont Internet au bureau, ils en ont besoin à la maison aussi pour que les enfants puissent étudier, pour qu'ils puissent s'informer aussi, pour bien entendu voir des émissions, voir des vidéos, aller sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas que ça, parce qu'aujourd'hui, si on sait utiliser le numérique aussi, on peut apprendre beaucoup de choses, parce que c'est le seul, si vous voulez, outil qui met un enfant de 12 ans qui habite à Djougou avec un autre enfant de 12 ans qui habite à Los Angeles, mais qui sont au même niveau, parce que les deux sont devant un écran de smartphone ou d'ordinateur, et ils ont accès à la même information. Donc il n'y a plus, si vous voulez, cette discrimination entre les êtres humains grâce au numérique. Et c'est sur ça qu'on doit travailler. Il y a une question en fait que depuis peut-être maintenant quelques années j'ai envie de poser, et l'occasion se présente enfin de la poser en fait à un opérateur comme Huawei. La 5G, est-ce que nous sommes prêts? Merci beaucoup. Avant que je ne réponde à votre question, je vais rebondir sur la question que vous avez posée au directeur général régional de Sofrecom. Le besoin. Il est si énorme qu'on ne puisse les citer tous, mais on ne peut que vivre aux dépens de son capital, de ce que nous avons, et prioriser le manque réel aujourd'hui. Personnellement, si je fais une vue globale sur ce que je vois, la stratégie que met en place le gouvernement, sa façon d'évoluer, je vois que nous avons bien ciblé les besoins qui sont manquants ou qui ont besoin d'être développés au Bénin. Le directeur de Assine, je ne savais pas qu'on avait une cagnotte comme ça pour accompagner le développement. Je l'ai su, maintenant je vais venir vous voir plus tard. Mais déjà, je pense, le premier besoin, c'est l'éducation. Le directeur de
régionale de Sofre, comme l'a dit, c'est l'éducation. L'éducation l'a transformée de sa phase traditionnelle à la phase moderne, à la phase numérique, dans le e-education. Nous avons des besoins assez grands, mais des personnes qui vont travailler dessus, des compétences dont nous avons besoin pour exécuter ces besoins, c'est les humains. D'où il faut les former. Et ce sont des étudiants à l'école, ce sont des cadres qui sont dans le gouvernement, qui sont dans l'administration publique aujourd'hui, mais qui ont besoin d'être reformatés ou améliorés dans leur façon de faire. D'où l'e-education. Pour moi, personnellement, le besoin toujours continue pour la sécurité de ces personnes en question. La sécurité financière, alimentaire et tout, mais la sécurité physique. Donc à mon humble avis, je pense, si ce montant est disponible, pourquoi ne pas aussi penser sur la sécurité sociale? Je vous racontais un scénario tout à l'heure pour les cas d'accident, par exemple. Lorsque le gouvernement, la police républicaine vient sur la place, son jugement est capital et important. C'est ça d'ailleurs qui permet à la juridiction béninoise de facturer ou de pénaliser quelqu'un. Mais si vous voyez l'atmosphère et l'environnement dans lequel ce jugement est fait, puisqu'ils ne sont pas là quand c'est arrivé. Donc ils vont prendre l'avis de 1, de 2 ou 3, mais dans les témoignages donnés, il y a l'émotion qui est accompagnée. Oh, il vient de cogner ce petit enfant. Et puis il crie encore. Mais on ne va pas considérer forcément que c'est le jeune enfant qui a mal traversé, mais on blâme déjà parce qu'il y a l'émotion, tout est accompagné. Donc, subitement, le constat qui est fait n'est pas vraiment le légitime, l'efficace qui doit être fait. Vous voyez donc, à la fin, se basant sur ce constat, on fait les pénalités, on fait le règlement de compte et tout est fini. Donc, c'est celui, pas forcément, qui n'est pas à condamner, qui est condamné. Je ne dis pas que c'est tout le temps le cas. C'est pour vous dire que nous avons besoin d'apporter le numérique dans ce sens aussi, dans la sécurité publique de notre population, dans la sécurité sanitaire, dans la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, les numériques n'ont plus de limites. Ils sont dans tous les domaines, tels que vous le constatez d'ailleurs. Tous les projets aujourd'hui qui sont organisés au Bénin nécessitent la présence du numérique, nécessitent le contact du directeur de la CIM, de Madame la ministre du numérique et de la digitalisation. Donc je pense pour le besoin, on ne peut pas tout finir, mais on ne peut qu'aller à nos moyens. Mais les premiers que je pense pour le moment, c'est, comme je l'ai cité, l'éducation, la sécurité, la santé et les autres vont suivre à l'avenir. Je vais passer à votre deuxième question que je vous prie de me reposer puisque je n'ai pas. Quid de la 5G? La 5G, vous l'avez constaté, on a commencé par le 2, la 3, la 4. Qu'est-ce qui se passe? Je vais d'abord expliquer un peu ce que chacun apporte à l'autre. On était à une époque où il fallait seulement téléphoner. D'où l'utilisation de la technologie, on appelle le TDM. Et on a impliqué l'Internet à sa phase d'utilisation applicative. En plus, la 4G, on a impliqué l'Internet dans la communication, dans l'appel téléphonique. J'étais à Dubaï, je venais de Dubaï il y a 2 jours. J'ai même constaté que nos applications ordinaires comme WhatsApp et tous ces types d'applications de communication, déjà ça ne marche pas là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'utiliser le VoLTE. Le VoLTE qui est une technologie de communication, mais basée sur l'application. Donc, si jamais ils ouvrent la porte à WhatsApp et tout ce monde, forcément, il aura un problème à leur propre niveau de retour sur investissement. Donc, il y a cela qui est mis en place. Maintenant, la 5G est venue faire quoi? Apporter la technologie dans la vie humaine. Nous étions à une limite de capacité avec la 4G, c'est ce qui était dit. La 5G nous donne cette ouverture de capacité, mais en même temps en intégrant les différents types de technologies dans notre quotidien, à savoir l'intelligence artificielle, le Internet of Things, tous ces différents types de technologies sont intégrés dans la vie quotidienne de l'homme aujourd'hui à travers la 5G, pour ne pas être trop technique, de son ouverture de capacité et de couverture dans la technologie. C'est ce que je peux vous dire. Donc, le Bénin, pour la 5G, la question que vous me posez indirectement, est-ce que
Nous en avons besoin tout de suite ou pas? Je dirais oui, et je dirais aussi non. Je dirais oui dans la mesure où nos zones urbaines aujourd'hui, on peut en parler. On peut faire des essais, on peut faire des couvertures pilotes pour expérimenter ces différents types de services dont nous avons besoin aujourd'hui. Mais comme nous l'avons dit si tôt, il fallait aller étape par étape. Donc à la date d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas penser à un 5G à la couverture globale du Bénin. Mais nous pouvons penser à un 5G, faire une phase pilote à Cotonou. Je ne sous-estime pas les autres communes, mais la densité numérique est d'abord à Cotonou. On peut faire des essais de technologie, on peut faire des essais de services de la 5G à Cotonou, dans nos diverses administrations, en le déployant une phase pilote à Cotonou. Donc, si on en a besoin, oui, mais il faut aller pas à pas, on peut faire une phase pilote, et puis dans les années à venir, alors que nous faisons le retour sur investissement de ce que nous avons déployé, on peut commencer peut-être à penser à aller dans les autres communes. Donc, en réalité, oui, mais pas partout. Merci beaucoup. Toujours logique par rapport à la première réponse, effectivement, dans une logique pas à pas. Je crois que c'est ce que je retiens de votre intervention. Avant d'aller sur la roadmap, j'ai envie de poser une question. Il y a quelques pays en fait d'Afrique qui maintenant construisent le satellite. J'ai envie de me poser la question, mais est-ce que ça pourrait nous apporter de la valeur au Bénin? Construire notre propre satellite. DG, est-ce que ça nous apporte vraiment de la valeur au Bénin? Ok, je vais être free, comme le DG est là, je vais être libre pour le dire. Tout de suite, non. Tout de suite, non. Nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons vraiment beaucoup de choses à faire. Si c'est pour l'expérience, si c'est pour avoir le nom, si c'est pour ne pas être recalé, laissé derrière, on peut. Mais tout de suite, je vois qu'on a beaucoup de choses à faire. Beaucoup d'ailleurs. Beaucoup d'ailleurs. Je vais renvoyer la question à M. Awad, qui s'impatiente en fait de répondre sur cette question, je vois. Il faut le voir un peu aussi d'un point de vue d'un opérateur et aussi voir les besoins gouvernementaux en termes de connectivité. Alors, aujourd'hui, nous avons énormément de projets d'e-administration, e-gouv, e-santé, e-éducation, e-agriculture, tout ce que mon collègue a cité tout à l'heure, qui ont besoin de pouvoir raccorder des sites distants avec d'autres sites, dont des hubs qui peuvent aussi être les sièges des entités ou des agences ou des universités qui sont dans d'autres localités. Historiquement, si vous voulez, chaque entité ou chaque agence ou chaque service de l'État faisait sa propre souscription indépendamment selon son propre budget. Idem pour la télévision numérique terrestre qui aussi, pour être diffusée dans d'autres zones, dans l'intégralité du territoire, a aussi besoin de diffusions qui ne se font généralement par satellite. Donc l'idée pour le Bénin d'avoir pas son propre satellite, le Bénin ne va pas lancer son satellite, mais il pourrait acquérir, si vous voulez, un transpondeur pour qu'il puisse être autonome et effectuer une économie d'échelle. C'est-à-dire au lieu qu'à chaque fois, chaque entité aille faire sa propre recherche et sa propre location de bande passante, on peut avoir un transpondeur national qui pourrait servir toutes ces entités réunies, mais en même temps qui peut aussi être commercialisé, parce que si le gouvernement n'a pas besoin de l'intégralité de la capacité, il peut, au travers de la SBIN ou d'un autre opérateur, commercialiser cet excédent aux entreprises, aux foyers qui sont situés dans des zones reculées. Il y a aussi un autre côté qui est très important et qui est très recherché actuellement par les gouvernements et par les États, c'est la souveraineté de la donnée et sa protection. Donc aujourd'hui, ça peut être couplé avec un cloud souverain.
pour que les données, si vous voulez, sensibles des États ne soient pas accessibles à tout le monde, et surtout dans le cadre de récolte de données industrielles assez sensibles. Monsieur Farah, vous parliez tout à l'heure en fait d'un modèle économique basé sur la donnée. Est-ce que vous pouvez nous élaborer un peu plus en fait là-dessus? Alors déjà, il y a 2 points sur lesquels je voudrais revenir. On a parlé de la 5G et je suis d'accord. C'est la réponse, on a l'habitude de dire en France, c'est ce qu'on appelle une réponse de Normand, c'est et oui et non. Donc oui, tout à fait. Maintenant, la 5G apporte un plus, ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie 4.0. L'industrie 4.0, c'est comment on se projette avec les nouvelles technologies pour pouvoir produire plus rapidement, plus facilement et apporter en fait une productivité qui augmente. Donc sur cette partie-là, moi je resterai et je dirais oui, parce qu'il y a un vrai besoin. Maintenant, il n'y a pas un besoin sur tout le pays, on est bien d'accord, mais là, à l'endroit où il y a les industries, partir sur cette évolution de l'industrie 4.0, et ça, tu peux le rajouter dans la roadmap, parce que je sais que c'est quelque chose que tu as envie de faire, donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde. Après, sur la partie satellite, je sais qu'on est beaucoup sur le Made in Bénin, on pousse énormément cette partie-là, mais si ça existe déjà, commençons à l'utiliser tout en gardant cette partie de protection de données qui est juste vitale. L'Europe vient de s'y mettre il n'y a pas longtemps, le fameux RGPD, ça fait pas longtemps qu'on est dessus. Mais la donnée devient quelque chose d'important, donc c'est pour ça que je reviens sur la question, c'est à la fin, dans ce modèle économique, quel est le nouvel or aujourd'hui? Quel est le nouveau Far West? C'est la donnée. C'est ce qui est dit par Google depuis des années et des années que nous, on ne comprenait pas. Lorsque Meta, aujourd'hui Facebook, donne gratuitement son application et que vous pouvez l'utiliser, ils gagnent de l'argent. Comment ils font? Et en fait, c'est tous ces modèles qui sont très opaques, ce qui est normal, c'est que c'est certains qui se sont appréhendés ce domaine. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire au Bénin, ce qu'on est en train de faire en Afrique, ce qu'on est en train de faire en Europe, c'est qu'on essaye de réouvrir en fait cette boîte noire et de se dire mais comment ils font? Ce n'est pas juste. Alors, ma compréhension en tant que néophyte au départ, c'était je me connecte, j'ai de la publicité et ils sont payés sur de la publicité. Et en fait, c'est pas ça. La publicité, c'est la cerise sur le gâteau. Ce n'est pas le gâteau. Donc, qu'est-ce que le gâteau? Et en fait, là, on commence à rentrer dans un domaine qui est extrêmement complexe, sur lequel des cabinets comme nous, on travaille énormément pour réussir à ouvrir cette black box. Mais aujourd'hui, on ne l'a pas encore totalement ouverte. Mais la partie qu'on a ouverte, on peut déjà la partager, on peut déjà commencer à travailler avec vous pour pouvoir se dire, OK, mon modèle économique va changer, maintenant ce que je vais réutiliser, c'est de la donnée. Mais on se retrouve dans l'autre problématique, c'est ma donnée personnelle, je n'ai pas envie qu'elle soit utilisée par n'importe qui. Et on se retrouve dans l'autre problématique, c'est comment on fait aussi pour que les données que vous mettez aujourd'hui sur Facebook, bon, quand vous les publiez, elles sont publiques, même si vous restreignez à vos amis, mais elles sont à minima publiques dans cette partie-là. Mais d'autres données sur vos déplacements, sur les personnes que vous fréquentez, que vous ne souhaitez pas qu'elles soient mises devant tout le monde, aujourd'hui, avec Google Maps, toutes ces données existent. Si vous allez sur votre téléphone, vous reprenez sur Google Maps toute l'année dernière, vous savez, votre téléphone est capable de vous dire exactement où vous êtes allé au mètre près. Et vous l'avez tous dans vos téléphones. Donc,
Après, quand on vient aussi me dire, voilà, j'ai pas envie de mettre à disposition mes données personnelles, j'ai envie de les protéger, la meilleure manière de les protéger, et ça va pas nous plaire parce qu'on est dans le numérique, mais c'est de ne plus être dans le numérique. C'est la seule et unique manière d'être protégé. Donc, une fois qu'on s'est dit qu'on est dans le numérique, on s'est dit qu'on partage des données. On les partage. Une fois qu'on s'est dit qu'on partage ces données-là, comment on fait maintenant au niveau du Bénin pour pouvoir les monétiser et apporter de la productivité? Et c'est ça qu'on va être amené. Donc, je ne peux pas répondre à la question parce que la question n'est pas triviale. C'est pas est-ce qu'il y a aujourd'hui une baguette magique qui fait que donne-moi le process en 3 étapes pour que je fasse de l'argent avec de la donnée. Si c'était le cas, ça ferait longtemps qu'on le ferait. Mais aujourd'hui, on a plus d'étapes, on commence à les avoir et on est prêt à les partager. Merci beaucoup. Il faut rappeler en fait que Move, même s'ils ne sont pas sur le plateau en fait aujourd'hui, a prévu un lancement de son câble sous-marin en 2023 et que nous prévoyons également d'avoir le câble For Africa, To Africa plutôt, To Africa, également au Bénin. De votre point de vue, comment nous arrivons, parce que voilà, il y a quelques années on avait SAT3, ACE, on n'a pas pu consommer les capacités complètement. Aujourd'hui nous avons 2 câbles sous-marins qui arrivent potentiellement. Comment nous arrivons effectivement à consommer ces capacités-là, mais en s'assurant, toujours dans la logique donc du DG Isocell, que l'utilisateur final a un coût de service réduit? Tout à fait, absolument. Alors, aujourd'hui, si vous voulez, avant d'arriver à cette problématique de comment consommer, d'abord, comment sécuriser, si vous voulez, nos réseaux. Parce que le SAT3 est toujours, si vous voulez, la propriété exclusive de la SBIN. ACE, nous sommes plusieurs utilisateurs. Nous avons des droits d'utilisation à plusieurs. Move Africa a eu un câble dont il est le principal utilisateur et je pense qu'il ambitionne aussi de pouvoir revendre aux autres acteurs, ce qui sera une très bonne chose. Et To Africa qui va arriver, et on ne sait pas encore quel sera le modèle de gestion du câble. Alors, si vous voyez un peu l'exemple des pays où il y a eu vraiment une baisse drastique du coût du mégabit sur les côtes, c'est les pays où il y a eu une multitude de câbles, où il y a eu vraiment une concurrence sur le marché et qui a profité, in fine, à l'utilisateur. Prenez le cas du Nigeria, où vous avez 5-6 câbles, vous prenez le cas du Ghana, la Côte d'Ivoire qui commence aussi. Et je pense que pour pouvoir, parce que vous avez dit quelque chose, on n'a pas encore utilisé toutes les capacités. Bon, il y a 2 raisons. Une raison, c'est aujourd'hui, il faut que les réseaux de distribution soient beaucoup plus denses pour qu'on puisse, si vous voulez, distribuer toutes ces capacités. Et la deuxième chose, c'est une problématique de coût, parce que je reviens sur le problème du coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir vendre à un prix assez attractif pour le consommateur, ou bien augmenter aussi les débits de nos offres, car nous avons accès à la matière première, qui est la capacité sous-marine, à un prix assez intéressant, assez bas. Et par contre, ce qu'il nous faut encore, c'est la sécurisation de nos capacités, pour que nous ne soyons pas dépendants d'un seul câble, c'est qu'on puisse aussi sécuriser nos capacités internationales, soit par le câble de Move Africa, soit par le câble To Africa qui va venir, car c'est un besoin réel. Et là, c'est au pouvoir public aussi d'agir pour dire que la capacité internationale ne doit pas rester un monopole. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir à la concurrence pour que le marché devienne plus dynamique. Excellent. Effectivement, ouvrir pour avoir un marché beaucoup plus dynamique. Monsieur Agassi, quel est votre avis sur le sujet? Monsieur Wassou, comme je vous l'ai dit au départ, je ne vais pas trop me prononcer sur ce volet, mais je vais peut-être... Ce n'est pas un avis, c'est juste
mon travail en tant que fournisseur de solutions, c'est d'accompagner le gouvernement à optimiser cette capacité. C'est d'accompagner le gouvernement à faire le déport de cette capacité de sa source d'arrivée vers l'opérateur jusqu'au last mile, jusqu'au dernier utilisateur. Ce qui me concerne le plus, c'est les équipements à mettre en place. Comment et qui va le faire, je me réserve de me prononcer dessus. Maintenant, si, comme l'a dit tout à l'heure le DG d'Isocel, je me posais aussi la question, ça fait déjà 4 sources de descente de la fibre au Bénin. Je ne dirais pas que nous avons mal consommé ou n'avons pas bien consommé, mais il est question d'une redondance puisqu'on ne sait pas l'avenir et ce que réserve la nature. Donc pour moi, il est très important de... Malheureusement, tout passe à travers la mer et la descente est dans la zone côtière, donc Cotonou vers Elakonji. Si l'État nous le permet, peut-être on va proposer d'autres solutions pour faire le déport vers le nord pour rassurer la redondance géographique. Je vois que tout est condensé dans une zone et à la moindre de ces situations, on peut facilement être à chaud quand bien même nous avons plusieurs descentes de fibres optiques. Donc pour moi, aujourd'hui, je pense à plutôt, oui, la descente est là, mais comment pouvons-nous rassurer plus la redondance géographique? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie. 2 secondes. Alors, sur la partie câble, on ne va pas oublier pourquoi on est là. Le premier objectif, en fait, c'est comment on fait pour apporter le numérique aux collectivités. Donc, l'objectif premier, c'est de pouvoir équiper le pays. C'est pouvoir équiper la population, équiper les collectivités. Après, la chance qu'on a, c'est qu'on est au bord de la mer. Et donc, la chance qu'on a, c'est qu'on a la capacité d'avoir des câbles sous-marins qui peuvent venir. Aujourd'hui, ce que j'entends et ce que je vois, c'est que les câbles qu'on a, ils ne sont pas 100% utilisés. Tant mieux. Tant mieux parce que les pays qui sont à la recherche de capacités sont très demandeurs d'avoir ces nouveaux câbles qui arrivent. Là, nous, on va être plutôt en anticipation. On n'utilise pas encore toute la capacité. On a d'autres câbles qui arrivent. Ce qui fait que maintenant, si on dézoome et on passe de collectivité à pays et de pays à région, et si on regarde le Bénin comme porte d'entrée de l'Afrique centrale, des terres, comment je fais pour que le Bénin devienne, moi, cette porte d'entrée, et donc derrière, les 4 câbles sous-marins deviennent un besoin, deviennent une utilité. Et c'est ça qu'il faut faire. Mais le point de départ, on a déjà fait l'Est, on est en train de faire l'Ouest, la connectivité à l'intérieur du pays va être une obligation. Et une fois qu'on a la connectivité à l'intérieur, on va pouvoir faire du transfrontalier, on va pouvoir aller chercher du trafic d'autres pays qui vont pouvoir utiliser ces câbles-là. Donc on est plutôt sur... Quand on installe un câble, on réfléchit sur 25, 30, 40 ans. On ne réfléchit pas à 1 ou 2 ans. Et donc, est-ce que ces 4 câbles, dans 30 ans, 40 ans, seront suffisants? Moi, je pense que non. On va en avoir besoin de plus. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est du surplus, mais c'est quelque chose qui se réfléchit sur du très long terme. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'on va ouvrir la parole aux participants pour participer justement à cette discussion avant d'atterrir en fait sur la roadmap. C'est ça, la phase de roadmap. Alors, merci pour votre écoute active. Nous allons vous passer le micro et prendre donc quelques questions. Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Yazid Akanho, citoyen béninois avant tout, mais je travaille aussi pour une organisation que nous appelons ICANN, Internet Corporation for Assigned Name and Numbers. En gros, et pour faire très simple, nous coordonnons un certain nombre de ressources vitales pour le fonctionnement de l'Internet. Et à l'ICANN, moi, je suis chargé pour la région Afrique et Moyen-Orient,
de ce que nous appelons l'engagement technique. Donc j'accompagne essentiellement un certain nombre d'entités que nous appelons les parties prenantes à mieux comprendre les standards et les meilleures pratiques en termes d'opérationnalisation de leurs infrastructures. Et dans ce cadre, déjà en tant que citoyen béninois, je côtoie beaucoup M. Awad et mon ami de Huawei. Mais j'ai aussi eu la chance de travailler avec une partie de l'équipe de Sofrecom en Tunisie. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec M. Fawad. Alors moi, j'ai quelques questions. C'est vrai que j'aurais souhaité, vu le thème du panel, j'aurais peut-être souhaité qu'il y ait quelqu'un de la décentralisation ou des collectivités locales. Ça aurait été certainement plus intéressant, au moins d'avoir leur contribution et aussi d'écouter leurs besoins essentiellement. Mais cela dit, ce n'est pas grave. On a entendu beaucoup de choses, beaucoup de bonnes informations et aussi des 300 millions de dollars que j'ai entendus. Cela, en tout cas, augure encore d'un avenir en termes de numérique pour le Bénin beaucoup plus radieux. Cela dit, je vais venir sur mes préoccupations. Peut-être que ça va être abordé dans la roadmap. Est-ce qu'il y a un calendrier aujourd'hui de connectivité effective de nos différentes collectivités locales? Donc, je veux parler essentiellement des mairies, des arrondissements, à une connectivité Internet fiable. Pour le petit citoyen béninois que je suis, encore une fois, j'ai quelquefois parcouru quelques mairies et c'est quand même difficile, leurs conditions de travail. Il y a beaucoup de projets aujourd'hui. Un exemple très banal, dans la plupart des mairies, il faut faire des dépôts de signatures. C'est manuel, on exige que vous soyez présent vous-même, mais en parallèle, il y a des projets comme par exemple l'identification des personnes que l'Agence nationale de l'identification des personnes est en train de conduire avec beaucoup de brio. Donc je pense que, et ça a été abordé également au cours du panel, il y a beaucoup de use cases, d'accord, pour lesquels il faut effectivement apporter cette connectivité-là. Donc c'est vraiment important et moi je suis curieux de savoir s'il y a un calendrier par rapport à cela. Ensuite, est-ce qu'il y a une relation à l'échelle macro de tous ces projets et puisque nous sommes en train de toucher les collectivités locales, pour le petit citoyen que je suis, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine interdépendance. On a vu récemment, par exemple, je pense, je ne suis pas très, je vais peut-être écorcher un peu, mais j'ai cru comprendre qu'il y a une agence du tourisme qui a été mise sur pied et beaucoup de projets sont en train d'être faits, en tout cas pour décentraliser un certain nombre de choses. Et vous avez également, au cours du panel, abordé la question de la production de la donnée. D'accord? On a beaucoup de projets dans le sens de l'agriculture aujourd'hui et on sent que le gouvernement est vraiment en train d'aller, de penser macro, mais d'appliquer vraiment à l'échelle micro. Et donc, moi, je suis vraiment curieux de savoir, est-ce qu'il y a une relation entre le numérique apporté aux collectivités locales et ces différents projets-là qui touchent également ces différentes collectivités locales. Ensuite, puisque le panel a aussi été au-delà des questions de connectivité numérique avec les collectivités locales, la question du partage des infrastructures aujourd'hui, je me souviens il y a quelques années lorsque le code du numérique avait été adopté, je pense qu'il y avait quelques textes d'application qui devraient accompagner. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Peut-être que ce panel-ci n'est pas le plus indiqué pour aborder la question, mais vu que le panel a été quand même sur certaines questions, je profite pour l'aborder. L'interconnexion transfrontalière également. Et M. Fawad a abordé beaucoup de questions qui peuvent être des opportunités.
justement pour le Bénin. J'ai fait plusieurs tours déjà en Afrique centrale et de l'Est. Il y a beaucoup de pays là-bas qui sont des landlocked countries, comme on dit. Ils ne sont pas connectés à la mer, mais ils sont dans des stratégies vraiment de connectivité à la fibre optique. Et bien sûr, ils passent par les pays qui sont connectés à la mer et qui reçoivent directement les stations de câbles sous-marins. Donc oui, ça peut être une belle opportunité pour le Bénin également, mais comment est-ce que nous sommes en train d'anticiper cela au niveau donc, de la réglementation pour ce qui concerne l'interconnexion transfrontalière. Et bien sûr aussi la question des points d'échange Internet. Je suis désolé hein, si je monopolise beaucoup la parole. Je ne sais pas si j'aurai encore droit à la parole. Et peut-être pour finir, qu'est-ce qui est fait également? Ça c'est vrai que ma casquette aussi de militant de longue date de l'Internet fait que je pose souvent ce genre de questions. Qu'est-ce qui est fait au niveau du gouvernement pour renforcer nos réserves en matière d'adresse IP? Parce que c'est bien de penser à toute la stratégie de développement de l'infrastructure, mais les adresses IP sont pour le développement de l'Internet ce que nos numéros de téléphone sont pour nos réseaux mobiles. Mais la façon dont on les obtient est complètement différente. Donc comment est-ce que nos différents opérateurs sont en train de faire et comment est-ce que le gouvernement est également en train de mettre en œuvre une stratégie pour nous assurer en tant que Bénin, je vais dire une réserve conséquente d'adresses IP qui puisse répondre à notre ambition en termes de développement du numérique. Et pour finir, une question pour titiller un tout petit peu. Ça fait quand même mes dernières années à Bénin Télécom, je me souviens 2012-2014, on parlait déjà des premières réflexions sur le déploiement de réseaux fibre optique FTTH. Malheureusement, j'ai l'impression avec un peu de recul qu'on a pris du retard, mais je vois, et félicitations à l'ASBIN et également à Isocel qui font un travail colossal. Bravo aussi pour la bonne nouvelle que le DG d'Isocel a annoncé tout à l'heure. Mais est-ce qu'avec du recul, on n'a pas pris du retard sur le déploiement de la fibre optique à l'intérieur de notre pays? J'en ai fini et je m'excuse pour tout ce longtemps que je pense que Yazid a posé les questions pour toute la salle. Il se réclame pourtant petit citoyen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis Donatien Akpo, le directeur général de Génie SAS. Nous sommes fournisseurs d'accès Internet et nous assurons la gestion technico-commerciale du point MJ. Alors, très rapidement, M. Yazid a déjà pris une bonne partie de mes préoccupations en compte. Je vais juste m'adresser à Isocel pour déjà commencer à les féliciter pour le travail qu'ils abattent sur le terrain et dire que par rapport à l'infrastructure, je pense quand même qu'on devrait penser à une approche beaucoup plus globale, comme le DG Sofri, comme on l'a dit. Voilà, donc si j'ai les moyens que j'arrive à lever des fonds pour mettre en place un réseau fibre optique, je peux voir comment faire pour que ce réseau fibre optique soit mutualisé et permettre à d'autres opérateurs qui n'ont pas pu lever les fonds de pouvoir se greffer sur ce réseau et du coup participer à l'amortissement de l'infrastructure. Donc je souhaiterais que, au fait, quand on parle de la fibre optique au Bénin, il faut vraiment réfléchir à une approche globale. Ce n'est que ça qui fera pérenniser cette infra. Sinon, si je me lève et que j'ai les moyens, que je déploie un réseau fibre optique à travers les poteaux SB2E et que d'autres opérateurs font pareil que moi, je pense que nous allons peut-être arriver un jour à ce qu'on avait appelé en temps les toits d'araignée en réseau électrique à Cotonou. Donc, c'est pour justement éviter cela et faire en sorte qu'on aille ensemble. L'écosystème est assez dense
et présente assez de potentialité pour chacun de nous. Nous sommes peut-être des concurrents, mais nous sommes des partenaires. Donc je voudrais qu'on développe beaucoup plus cette approche et qu'on mette vraiment l'accent sur le partenariat entre nos entités. Voilà, donc l'autre chose que je voudrais dire, c'est par rapport aux collectivités locales. Le modèle, effectivement, pour nous, en tant qu'opérateurs privés, ce n'est pas rentable d'aller dans les zones en région pour aller déployer des infrastructures et connecter des clients. Parce que dans ces zones, justement, vous n'avez pas des clients capables de payer le service. Surtout que nous sommes sur un segment d'Internet fixe. Donc, nous sommes obligés de déployer un système sur place et de donner la connectivité aux clients. Donc, ce problème se pose. C'est pour ça que nous, au niveau de GNSA, nous sommes en train de réfléchir à une approche de Wi-Fi communautaire. Donc, dans ces localités, pour rapprocher un peu le service Internet de la population, participer à la réduction de la fracture numérique, nous avons pensé déployer des réseaux Wi-Fi communautaires. Donc, j'ai entendu le DG Isocel le dire aussi, il y a des hotspots, bravo. Nous allons travailler ensemble et voir comment on peut faire pour pouvoir aller de l'avant. Je voudrais quand même dire un remerciement au gouvernement qui n'a pas laissé de côté les zones reculées du Bénin. Nous, par exemple, en 2018, on a bénéficié d'une subvention du gouvernement à hauteur d'environ 900 et quelques millions de francs CFA, et pour justement nous implanter dans ces localités qui n'intéressent aucun opérateur privé. Voilà, donc peut-être le modèle ne nous a pas permis de rentabiliser l'activité. Le modèle est devenu un peu pesant pour nous et nous sommes toujours en train de réfléchir avec le DGAC et ses collaborateurs sur le meilleur modèle pour pouvoir rentabiliser l'activité ou tout au moins faire en sorte que le service soit beaucoup plus disponible dans ces localités. Je vous remercie. Merci à vous. La question du modèle économique revient en effet. Je vais me permettre en fait donc de parcourir ces 8 questions. Alors, je vais dire 7 questions et il y a une qui est mutualisée, qui est sur le sujet de la mutualisation justement. Alors, la première question qui a été posée par Monsieur Yazid, c'est le calendrier. Le calendrier, mais si vous permettez, je vais la mettre dans la roadmap. D'accord? Parce qu'il faut pouvoir adresser cette question aux panélistes. Sinon, je l'aurais posé à mon DG, mais ce n'est pas le but. Hein, d'accord? Donc, la question du calendrier revient. Du coup, j'ai l'impression que je ne suis pas le seul qui a envie de savoir c'est quoi ce calendrier-là potentiel qu'on pourrait mettre en place ensemble, co-construire ensemble pour arriver à réussir avec la transformation numérique. Laissez chacun de vous donner en fait son avis là-dessus. On commence par DG. Concernant le calendrier, bon, vous savez, nous, en tant que secteur privé, on ne peut pas décider à la place des décideurs, des vrais décideurs, sur le calendrier. Ce qu'on peut parler, c'est de notre calendrier, hein, comme je vous l'ai dit. Nous venons d'achever la première phase de couverture sur les 13 arrondissements de Cotonou et nous préparons la deuxième phase qui sera le Grand Cotonou qui aura lieu dans les prochains mois. Donc on espère que fin 2023, nous aurons doublé, voire même triplé notre zone de couverture pour pouvoir fournir les mêmes services, non seulement dans la capitale, mais aussi dans ses environs. Les prochaines étapes pour nous seront d'aller dans les villes secondaires, enfin les principales villes du Bénin, du centre et du nord. Mais comme je vous l'ai dit toujours, nous aurons ce souci de rentabilité. Nous ne pouvons pas malheureusement investir à fond perdu. Nous n'avons pas eu la chance d'avoir 900 millions de subventions comme l'a eu Jenny. Si on les aurait eues, on aurait pu peut-être faire des choses de ce genre, mais on ne les a pas eues. Donc voilà un peu notre
roadmap sur les prochaines années. Monsieur Fawad, le calendrier. Alors, moi, je ne peux pas répondre à cette question. pour une raison très simple, c'est que le calendrier se réfléchit avec plutôt un niveau stratégique. Et une stratégie se fait sur 3-5 ans. Donc, roadmap, on est déjà dans le plan d'action, et donc je reconnais ton côté ingénieur qui revient. Mais sur le principe, on va plutôt réfléchir, nous, en tant que cabinet de conseil, on va accompagner sur la mise en place d'une stratégie sur 2025, 2026, 2027. Et une fois qu'on a réfléchi à cette partie stratégie, on s'assoit avec nos amis et on réfléchit sur la mise en œuvre de cette stratégie. Donc en fait, je pense que vous êtes déjà, vous, au niveau des autorités, en train de réfléchir à cette stratégie, que vous avez déjà cette stratégie. Et en fait, la roadmap va en découler. Donc, c'est pour ça que moi, je ne peux pas répondre au plan d'action qui va dérouler d'une stratégie, mais je sais que la stratégie est là. On a déjà un premier plan d'action qui est le côté ouest du pays. Donc ça, on va le travailler avec Huawei. Mais il y a énormément d'autres choses que Isocell est en train de faire, que le secteur privé est en train de faire, que le secteur public est en train de faire, et c'est tout ça qui va faire que la roadmap va se mettre en place, mais on a plutôt une projection sur les 4-5 prochaines années. D'accord, mais du coup, non, gardez toujours le micro. Sur la question, parce que vous l'avez évoqué, hein, la question stratégie sous-régionale, avec les capacités fibres, comment, et là je suis sur comment de votre point de vue, on pourrait potentiellement tirer parti de ces quatre. Alors, c'est ce que disait Yazid tout à l'heure. Il y a énormément de projets sur la sous-région. Il y a le projet CAB, il y a les projets financés par les différents bailleurs de fonds, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit la Banque africaine de développement. Donc, en fait, il y a énormément de projets d'interconnexion dans ce que moi j'appelle la partie les terres, donc la partie centrale. Et maintenant, c'est comment on fait, nous, pour se raccrocher en fait à ces projets-là. Ces projets sont aujourd'hui, il y a certains pays sur lesquels le câble est déjà passé, d'autres sur lesquels le câble est encore en construction. Donc, mais on est sur des projets sur les 3 prochaines années. Donc en fait, on a 3 ans pour pouvoir se dire, tiens, le câble va faire, je ne sais pas moi, Niger, Centrafrique ou Centrafrique, RDC, et comment moi je pourrais peut-être rattraper ça après au niveau du Bénin et agréger en fait le trafic. Mais il y a énormément d'initiatives, il y a énormément de financement, mais moi ce que je dis toujours c'est que c'est bien beau d'avoir une initiative, un financement, mais il faut la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, vous l'avez. Donc il y a beaucoup de projets où ça va rester au niveau de l'initiative. Tu appelles ça comment, éléphant blanc? Voilà. Et pas que des pays, enfin pour pas le citer, mais la Côte d'Ivoire, on a vécu un projet d'interconnexion qui est mort avant d'être né. Et pourtant, il y a eu des travaux de fait, mais il n'y avait pas la mise en œuvre qui était réfléchie derrière. Donc, c'est ce que moi je pense de votre côté. Vous êtes prêts, vous êtes dans la mise en œuvre. Il y a des initiatives, il y a des choses qui sont en train d'arriver, et là l'objectif c'est d'attraper les opportunités. Alors, la question pour vous, monsieur Agassi, ça va être un peu spécifique, toujours sur la roadmap, hein, mais cette fois-ci, pour continuer à adresser une des questions de monsieur Yazid, c'est aujourd'hui nous avons un cadre réglementaire, n'est-ce pas, pour ce qui concerne le partage d'infrastructures. De votre point de vue, comment, et encore là je suis sur comment on y arrive? Je n'ai pas bien saisi la question peut-être. Alors, je dis donc en fait que l'ARCEP, aujourd'hui, a un cadre réglementaire, d'accord, pour ce qui concerne le partage d'infrastructures. Et la question en fait que je me pose, oui, c'est comment nous y arrivons, parce que il y a encore que depuis quelques années, voilà, des initiatives, mais on veut pouvoir accélérer pour y arriver. Et après peut-être je vais passer la même question à mon DG pour voilà, pour peut-être balayer aussi en fait les questions qu'on répond difficilement sur ce panel.
et pouvoir également répondre à cette question-là. J'aurais préféré que le DG réponde à la question, mais c'est pas grave. Je vais donner mon point de vue. Vu déjà ce qui se passe, ce qui s'est passé ailleurs et les avantages. Nous constatons tous qu'en termes de partage de ressources, entre les opérateurs surtout, c'est les infrastructures physiques, à savoir l'énergie, les pylônes, la superficie, vous voyez, l'espace. Au-delà de ça, il y a un peu de méfiance, qui est d'ailleurs le but de la concurrence, d'ailleurs qui nous arrange, nous les consommateurs, vous voyez, au niveau des opérateurs. Donc, comment peuvent-ils optimiser les ressources? Je me penche sur le côté du gouvernement pour dire, c'est ce que nous les apportons. Je prends le cas de l'énergie, par exemple. L'énergie, ce serait un peu trop faire pour la SB2E, par exemple, d'amener 6 compteurs, 5 compteurs sur un même site. C'est vrai que c'est lui qui fait le chiffre, mais à la suite, au cas où il est en manque, finalement, il aurait gaspillé beaucoup de ressources. Donc, l'idéal, c'est d'apporter une source et de se faire partager. Le pylône, déployer plusieurs pylônes dans une zone pareille, dans un petit espace pareil, ça ne facilite pas forcément l'environnement. D'où un seul, et déployer plusieurs antennes dessus pour couvrir de différents consommateurs. C'est aussi bien, mais au même niveau, nous ne pouvons pas réellement, si je prends le cas d'ACEP, exiger un certain type de partage entre les opérateurs. La raison pour laquelle je me méfie un peu dans la réponse, c'est que je vis le cas, mais malheureusement, je suis le vendeur des équipements. Donc, je souhaiterais qu'il y ait plus de, pas une formule standard, mais la flexibilité entre ces opérateurs de côtoyer, mais qui est bien sûr arbitrée par l'ARCEP, donc par le gouvernement, pour que ce partage de ressources puisse être fait de façon équitable pour nous permettre, nous, population lambda, de bénéficier de la couverture et des services. Mais je laisse le DG Assim répondre à la question. Merci beaucoup. Malheureusement, comme il n'y a pas de représentant du gouvernement sur le plateau, donc je vais me permettre de prendre la parole. Et au passage, je salue vraiment tous les invités, mais également les panélistes qui ont bien voulu se prêter à cet exercice qui n'est jamais très aisé. Donc, M. Yazid, vous avez listé beaucoup de questions. Je vais tenter vraiment en 2-3 minutes de vous apporter des réponses. Alors, je vais commencer par l'aspect réglementaire. Au niveau du cadre réglementaire, je pense qu'au niveau du Bénin, nous sommes suffisamment matures. Nous avons un code du numérique, donc un cadre légal. Nous avons évidemment un certain nombre de décrets d'application, notamment un sur l'interconnexion, qui encadre assez clairement les questions liées à la mutualisation des infrastructures. Puisqu'au Bénin, déjà, depuis, je crois, 2018, c'est un décret de 2018, tous les aspects qui définissent la mutualisation passive, c'est-à-dire, par exemple, les pylônes, les poteaux de la SBE, qui sont utilisés pour le FTTH, par exemple, sont mutualisables. Donc, c'est la mutualisation passive. De la même manière, la mutualisation active est également possible avec les solutions de RAN sharing et autres, même si aujourd'hui au Bénin, ce n'est pas encore le cas, mais en tout cas, le cadre le permet. Donc, on n'a pas de carence, je dirais, d'un point de vue mutualisation. Maintenant, concrètement, la mutualisation, je pense qu'elle existe déjà au niveau des opérateurs mobiles, puisque les pylônes sont mutualisés. Quand on regarde au niveau de la fibre optique, c'est vrai que quand on déploie la fibre optique, 70% des investissements, c'est du génie civil, c'est ce qui coûte le plus. Et donc, un des enjeux aujourd'hui, quand on regarde au niveau de la Direction générale des infrastructures, c'est de s'assurer que quand nous faisons des travaux de route, on l'a vu pour asphaltage notamment récemment, tous les besoins des opérateurs sont collectés pour ne pas avoir besoin d'ouvrir à nouveau des tranchées, ce qui impacte évidemment l'infrastructure qui a été réalisée, l'infrastructure routière. Et surtout, nous voulons aller plus loin avec le ministère du cadre de vie pour qu'en amont, nous puissions vraiment anticiper. Ce qu'on n'a pas dit dans ce panel, c'est que nous avons travaillé sur un plan directeur des infrastructures, pas à 3-5 ans, mais à 2030. Donc c'est
une étude qui a eu lieu durant le premier semestre. Donc, on a déjà un rapport avec des grandes orientations qui sont sorties. Donc, nous avons une vision à 2030 déjà en termes de déploiement des infrastructures mobiles, des infrastructures de manière générale. Et c'est ce qui fait que, on salue d'ailleurs les investissements de Move, c'est ce qui fait également que nous anticipons l'atterrissage d'un nouveau cap sous-marin à 2025, puisque le SAT-3, on aura une extinction du cap SAT-3 à 2025. C'était normalement 20 ans de durée de vie. Avec les investissements complémentaires, nous sommes montés à 25 ans. Aller à 30 ans, ça devient un peu complexe et on se retrouve à une qualité de service qui est impactée, avec beaucoup de coupures. Donc, nous avons fait le choix d'aller sur le cap Tour Africa, qui est quand même, je pense, le cap le plus long, en tout cas qui va encercler toute l'Afrique, dans le bon sens du terme, et qui va atterrir dans une trentaine, en tout cas, de points d'atterrissage. Donc, ça veut dire que nous continuerons à être intégrés au monde, et avec encore plus de capacité. Du coup, je vais enchaîner sur la question des interconnexions régionales. Quand on regarde le Bénin, plus de 30% du trafic Internet du Niger passe déjà par le Bénin pour passer par les caps sous-marins. Donc ça veut dire que la route béninoise, si je fais une analogie avec les routes, quelque part c'est comme des routes, c'est une route qui est sécurisée, de qualité, et en plus il y a des gros investissements qui sont en cours pour les FAI, pour les opérateurs mobiles, puisqu'on va élargir la capacité. Juste un exemple, c'était 40 gigabits par seconde. Nous allons monter à 200 gigabits l'année prochaine. Et donc, le plan directeur a montré que, globalement, nous avons entre 50 et 60% de trafic de data chaque année supplémentaire. Et quand on a regardé la planification qu'on avait faite en 2016, nous nous sommes rendus compte que, dès 2019, nous avions déjà atteint la prévision de 2021-2022. Ça veut dire que la prévision était moins ambitieuse que nous avons constaté. D'où cette volonté-là d'élargir vraiment les capacités des infrastructures que nous avons au Bénin. L'Interco avec le Togo a déjà une réalité. Ils auront le cap de Google, nous aurons celui de Tour Africa. Nous allons pouvoir échanger du trafic assez naturellement. L'Interco du côté de Sakété avec le Niger a une réalité. On discute avec Phase 3, qui est quand même assez connu, pour faire l'Interco. Nous sommes déjà à Porga, mais les problèmes sécuritaires font que c'est plutôt du côté du Nigeria qui doivent amener le trafic. Et nous sommes déjà à Malanville, évidemment. On verra peut-être du côté de Segbana, dans les années à venir, la pertinence de faire une interco également pour pouvoir échanger du trafic. Mais bon, ce n'est pas la priorité. Nous avons quand même des gros investissements à faire dans les services. Vous avez parlé des réserves d'adresses IP. C'est vrai que l'extinction des adresses IPv4 est imminente. Enfin, c'est déjà le cas partout dans le monde, sauf en Afrique, mais c'est quelque chose d'imminent. On a déjà engagé des projets, Thierry le sait, Isaïe qui est également à côté, sur la migration IPv4 vers l'IPv6. Et le premier réseau que nous allons prendre, c'est le réseau béninois d'éducation et de recherche, donc qui est opérationnel aujourd'hui. Donc nous y travaillons pour que l'année prochaine, on migre en V6. Et vous savez que les V6, normalement, on n'a pas de risque d'extinction à moyen long terme. Donc oui, le gouvernement prend déjà des dispositions, a déjà structuré des projets pour s'assurer que nous n'aurons pas ce type de difficultés-là. Vous avez parlé également du point d'échange Internet, donc qui est une réalité déjà au Bénin, qui est co-gérée par les FAI. Bon, la question, c'était plus sur la mutualisation des caches, mais bon, je pense que la plupart des acteurs aujourd'hui ont leur propre cache, que ce soit Facebook, Google et autres. Donc l'enjeu, en tout cas, c'est de redynamiser ce point d'échange Internet et d'être sûr qu'on va pouvoir attirer peut-être quelques hyperscalers, on verra. Mais je pense que le fait que le trafic continue à augmenter, c'est un levier en tout cas pour devenir un peu plus attractif pour ces acteurs-là. Je ferai juste une parenthèse parce qu'on a parlé de satellites tout à l'heure. Oui, les satellites, nous regardons, mais évidemment, c'est un complément de couverture. Je pense que l'ISOCEL a eu l'occasion ces dernières années de collaborer avec un certain nombre d'acteurs. Oui, évidemment, nous ne sommes pas sur les géostationnaires, mais il y a de plus en plus de solutions à basse orbite qui font qu'on a des latences très faibles, autour de 15 millisecondes, donc qui commencent à être assez compétitifs. Donc, on regarde évidemment de ce côté-là pour voir la possibilité d'aller avoir un complément, toujours dans cette logique de mix technologique. On n'est pas obsédé par la fibre. La fibre, c'est quand même du luxe. On y va quand on a un vrai besoin en termes de capacité, quand on a des zones économiquement rentables. Quand on sort de ces zones, évidemment, il y a tout un tas de mix technologiques. Les acteurs ici le savent très bien. On a toujours de la BLR. Elle ne va pas mourir demain, la boucle locale radio. Bien évidemment, les faisceaux hertziens sont toujours là. Ils vont continuer.
Il faut voir la chose comme finalement, je fais toute l'analogie par rapport aux routes. Nous avons des autoroutes qui sont construites. Il manque une grande autoroute, c'est la fameuse boucle ouest, qui va passer par Komé, Lokossa, Abomey, et fait la boucle également par Savalou, Basila, Banté, Basila jusqu'à Djougou pour sécuriser le réseau. Quand on aura fait ça, on considérera que nous avons fait les grandes autoroutes. Et ensuite, continuer à accélérer sur les routes. Et ça, c'est un processus qui est progressif. Et en parallèle, travailler sur ce que nous appelons les boucles métropolitaines pour rapprocher vraiment les utilisateurs de ce réseau-là. Et c'est tout cela avec des investissements des opérateurs fixes, mobiles. Donc, Jenny SAS est intervenu tout à l'heure, où nous allons accentuer le last mile à des prix raisonnables. Donc, le gouvernement fait le pari d'investir dans les grandes autoroutes et les routes pour être sûr que quand les opérateurs mobiles et fixes vont faire leur investissement, ce qu'on appelle le last mile, les investissements seront acceptables et supportables avec, je dirais, une rentabilité qui sera acceptable, en tout cas pour des acteurs privés. Donc, c'est un peu la dynamique de manière très ramassée en cours. Et une fois de plus, oui, on a une feuille de route à 2030 pour anticiper. Quand on est un pays, entre griffes, en voie de développement, on doit encore plus anticiper que les pays riches, si je peux dire, et c'est ce que nous essayons de faire. Merci. J'ai un peu le sentiment que toutes les questions sont répondues. Je vais vous remercier très sincèrement pour votre disponibilité. Déjà, les invités en fait en salle aujourd'hui et surtout les panélistes qui ont vraiment accepté de donner leur temps et accepté de pouvoir donner en tout cas une intervention de qualité ce matin. Moi, ce que je retiens, c'est que oui, l'infrastructure a un pilier, mais le capital humain également en est un. J'ai envie de vous laisser en fait dire un dernier mot, d'accord, de clôture, justement sur ce thème. D'accord, un dernier mot de clôture sur ce thème. On nous a challengé de comprendre, il veut comprendre l'infrastructure numérique en tant que pilier de la transformation numérique. Je veux vous entendre, on va sur un dernier mot et on va clôturer ce panel. Je voudrais aussi répondre à la question, à ce qu'on avait évoqué précédemment au niveau du partage des infrastructures et donner notre cas à nous, parce que nous avons pu exister depuis notre création grâce au partage d'infrastructures. C'est-à-dire quand on faisait la boucle locale radio, qu'on fait toujours, ce sont les pylônes des opérateurs mobiles que nous avons utilisés pour pouvoir déployer notre réseau. Et quand nous sommes passés à la fibre, c'est grâce au contrat qui nous lie avec la société béninoise d'électricité que nous avons pu déployer nos câbles. Donc effectivement, le partage d'infrastructures est vraiment très nécessaire dans le cadre de la création de réseaux, surtout pour des acteurs qui ne disposent pas de très grands moyens financiers, et aussi pour pouvoir, si vous voulez, développer des réseaux et des services adaptés, si vous voulez, au marché local. Et pour répondre à notre collègue de Jenny, vous savez, notre réseau a été conçu aussi pour pouvoir être exploité en marque blanche. Et nous avons évoqué ce problème au niveau de l'ARCEP. Je ne sais pas si vous étiez présent ce jour-là. Et nous avons compris que ce n'était pas aujourd'hui à l'ordre du jour de nous permettre de créer avec vous des opérateurs virtuels pour des questions réglementaires. Mais ça viendra un jour. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas possible. Qu'on puisse ouvrir notre réseau, à part le fait que, par exemple, aujourd'hui, si vous remarquez sur nos déploiements, nous avons des traverses qui permettent à d'autres opérateurs qui vont déployer des câbles aussi de passer par nos traverses. Comme nous passons par les poteaux, au lieu de mettre plusieurs, on met une et plusieurs acteurs peuvent passer dedans. Mais bien entendu, nous sommes ouverts à la collaboration avec d'autres structures. Et nous pensons aussi, comme ça a été le cas pour nous, c'est sans le partage d'infrastructures, bien entendu, passives, nous n'avions pas pu exister, nous n'avions pas pu créer notre activité. Donc nous sommes sensibles à ceci et ça va de soi que nous travaillons aussi avec les autres acteurs. Merci beaucoup.
puis, un mot de fin, on me le fait en tant que représentant de Huawei et en même temps en tant que citoyen béninois. Je pense que nous sommes déjà sur le bon chemin. Il y a assez de surprises qui nous attendent dans l'avenir. L'infrastructure est déjà en cours. L'État s'y investit assez et je crois que nous l'expérimentons à un certain niveau de degré déjà, mais ça va plus s'exploser, j'allais dire, dans peu de temps. On va le constater plus, on va le voir dans la consommation des services digitaux, des e-services, des différentes manières de communiquer avec le gouvernement et de se rassurer d'être un bon citoyen. Nous allons vivre réellement ce pilier qui est l'infrastructure. Donc j'exhorte tout le monde à s'informer, parce que l'information est capitale. Le DG Assine vient de donner beaucoup d'informations qui nous savaient très importantes. Et si nous avons ce type d'informations, nous n'avons pas assez d'inquiétude comme le cas d'aujourd'hui. Donc, informons-nous. L'État est en train de s'y mettre assez, à fond d'ailleurs, avec tous les moyens possibles pour nous apporter le numérique et nous apporter le service qu'il nous faut. Merci beaucoup. Merci. Alors ça me revient à moi de clôturer. Bon, ben merci. Donc je vais reboucler par rapport à mon introduction et refaire un focus. Lorsque, il y a 2 ans, nous avons commencé à travailler sur l'école des métiers du numérique, on l'avait appelée l'école de la fibre. Et en fait, aujourd'hui, quand on l'a lancée, on l'a appelée l'école des métiers du numérique. Et en fait, ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'on parle d'interconnexion, mais en fait, l'interconnexion, c'est juste le tuyau. Donc, c'est les métiers qui vont venir dessus, c'est les services qui vont venir, c'est la formation, c'est le capital humain. Et moi, je suis très, très heureux de pouvoir participer à cette aventure avec vous, parce que c'est votre aventure. Vous nous permettez, nous, Sofrecom, de pouvoir vous accompagner, et on le fait avec plaisir, on le fait avec amour. Et quand on voit en plus de ça les résultats, ça nous donne encore plus envie de continuer à vous accompagner. Donc je voulais, moi, pas conclure, mais en tout cas vous remercier, vous tous, pour le travail exceptionnel que vous êtes en train de faire. Bravo. Aventure qui a démarré avec ambition et beaucoup de vision de se positionner comme leader en Afrique de l'Ouest. C'est la vision du chef de l'État que nous partageons tous. Je vous remercie. Nous allons laisser le câble à notre MC et vous dire encore une fois de plus merci pour votre intervention. Merci Thierry Awassou. Je vais inviter tous les panélistes et le modérateur à s'avancer légèrement pour une photo du panel. Nous remercions M. Robert Awad, directeur général d'Isocel. Merci à M. Dominique Aguessi, directeur général adjoint de Huawei Bénin. Merci également à M. Ali Fawad, qui est le directeur régional Afrique de Sofrecom, et bien sûr le modérateur, M. Thierry Awassou, coordonnateur de projet à l'ASIN, l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Merci à vous, merci encore. On ne pouvait pas espérer mieux pour démarrer cette semaine du numérique. Un panel assez riche. Sous vos ovations, s'il vous plaît, ramenez-les à leur place. Merci. Je profite pour saluer la présence parmi nous du directeur général de l'ASIN. Il a pris la parole tout à l'heure. Nous le saluons. J'ai cru voir le secrétaire général du ministère également tout à l'heure. Je salue également le directeur général de Génie SAS. Merci à vous d'être avec nous. Merci également aux collaborateurs du DG de l'ASIN. Alors, le programme suit son cours. Je rappelle que la cérémonie officielle de lancement de la semaine du numérique est prévue pour demain dans cette même salle à partir de 9h30. Bien avant ça, cet après-midi, il y a un deuxième panel qui va se dérouler également dans la salle à partir de 15h. Et ce panel est intitulé « Les startups dans l'économie numérique béninoise ». Un panel assez riche. Je vois beaucoup de jeunes étudiants parmi nous. Ce panel devrait vous intéresser. Alors, merci beaucoup à tous d'être restés là. La semaine du numérique, comme je le disais en introduction, est initiée par le ministère du numérique et de la digitalisation, mais avec l'appui de beaucoup de partenaires que nous remercions. Je veux nommer Smart Africa, MTN Bénin, la coopération allemande, GIZ, D4D Hub, la SBIN, Huawei, Arcep, Sofrecom,
Move Africa et Isocel Télécom, bien sûr, la CIN également. Merci à tous les partenaires de la Semaine du numérique. Nous vous invitons, dès que nous finissons, à visiter les stands. Pour voir le savoir-faire du numérique au Bénin. Merci à tous et bon après-midi. On se retrouve à 15h. Merci.